La nuit où les scientifiques ont annoncé une découverte profonde sous le Pacifique, les bandeaux d'actualité ont scintillé en rouge. Ils avaient enfin localisé Amelia Earhart. Mais ce que les scientifiques ont trouvé à côté de son Electra perdu depuis longtemps a terrifié le monde entier. Enfermée dans la cabine tordue se trouvait la preuve d'une bataille contre le temps, la faim et quelque chose de plus étrange que le mythe. Aujourd'hui, nous plongeons depuis le dernier appel radio désespéré d'Amelia Earhart dans les preuves choquantes qui ont réveillé l'histoire et forcé les experts à réécrire complètement le mystère le plus sombre de l'aviation pour toujours. Le silence radio qui a gelé des nations. Le 2 juillet 1937 a commencé comme n'importe quel autre matin pour l'équipage de la garde côtière à bord de l'Itasca, ancré au large de l'île Howland, jusqu'à ce que la voix staccato d'Amelia Earhart crépite dans leur récepteur. Elle semblait calme, presque soulagée. « Nous devons être sur vous, mais nous ne vous voyons pas. » Carburant en faible quantité. Personne ne savait que cette phrase deviendrait le point de basculement d'un cauchemar de 88 ans. En quelques heures, le monde apprendrait que la pilote la plus célèbre de la Terre et son navigateur Fred Noonan avaient disparu quelque part dans un vide océanique de la taille d'un continent. Les journaux n'ont affiché son portrait à côté de gros titres hurlant « disparu ». Et les radios de New York à Nairobi rediffusaient la dernière transmission jusqu'à ce que les civils puissent la réciter par cœur. Des avions de recherche ont ratissé 250 000 milles carrés d'eau scintillante, mais n'ont trouvé ni nappe de pétrole, ni coussin de siège, rien. Le verdict officiel était brutal, l'Electra a manqué de carburant et a plongé dans l'oubli. Mais l'imagination humaine déteste les verdicts vides. L'espace vide où la preuve devrait reposer est devenu un terreau pour les légendes, les espions, les ravisseurs, les retours secrets, voire les enlèvements extraterrestres. À travers les guerres, les atterrissages sur la Lune et les révolutions des smartphones, le fantôme d'Amelia continuait de parcourir cette bande de ciel défiant, chaque génération de résoudre son énigme. Derrière des portes closes, cependant, les enquêteurs construisaient discrètement des dossiers, des piles de cartes de navigation, des relevés de carburant manuscrits et des interceptions militaires déclassifiées parcouraient des archives poussiéreuses vers des modèles numériques suffisamment puissants pour reconstruire chaque rafale de vent rencontrée lors du dernier vol des Earhart depuis la Nouvelle-Guinée. Une variable s'élevait au-dessus du brouillard des données, la précision étonnante exigée par un vol de 2500 miles vers une cible plus petite que Central Park. Même une erreur de cap d'un demi-degré signifiait manquer Howland de 60 000 nautiques assez loin pour qu'aucun appel radio ne puisse les sauver. Au XXIe siècle, des cartographes judiciaires, des médecins de vol et des psychologues de sites d'accidents avaient cartographié des dizaines de zones de crash mutuellement exclusives, chacune défendue comme une écriture sacrée. Le tumulte a atteint son paroxysme en 2023 lorsqu'un mémo interne divulgué du National Transportation Safety Board a laissé entendre qu'une percée était à venir. Il parlait de nouvelles données de position corrélées et de l'implication d'un véhicule sous-marin autonome opérant au-delà de 5000 mètres. Le mémo était vague, mais l'implication était électrique. Pour la première fois depuis l'administration Roosevelt, quelqu'un pourrait réellement être proche. Les blogueurs ont explosé des fonds spéculatifs, ont financé des expéditions privées et des détectives de TikTok ont élaboré des diagrammes de conspiration en 3D, puis lors d'une nuit de janvier venteuse en 2024, le PDG de Deep Sea Vision, Tony Romeo, s'est présenté devant les caméras à Charleston et a dit au monde que son drone avait photographié quelque chose sur le fond du Pacifique qui ressemblait beaucoup à un Lockheed à double moteur. La conférence de presse a duré 9 minutes. L'onde de choc qu'elle a déclenchée est encore en expansion, car si Romeo avait raison, chaque carte, chaque manuel scolaire, chaque histoire racontée au coucher sur Amelia Earhart allait être déchirée, et ce que les scientifiques ont trouvé ensuite ferait retenir son souffle à la planète. Le piège de la ligne de changement de date. Fred Noonan pouvait naviguer par les étoiles avec une précision presque surnaturelle, mais le cosmos exige une paperasse parfaite. Traverser la ligne internationale de changement de date sans réinitialiser votre journal et une étoile qui devrait vous guider vers l'Est chuchote à la place un mensonge. En 2010, Liz Smith, une ancienne ingénieure de dynamique de vol de la NASA qui pilotait à ses heures, a passé les corrections célestes d'Earhart au crible de MATLAB et s'est heurtée à un mur numérique. L'horodatage du dernier tir de sextant de Noonan était décalé d'un jour. Cette petite erreur administrative, après 17 heures de vibrations de pilules, de caféine et de chaleur tropicale, signifiait que chaque relèvement subséquent était faussé de 60 000 nautiques vers l'ouest, un décalage fatal lorsqu'on poursuivait une piste mesurée en verge. Smith a publié ses calculs sur un forum obscur pour pilotes à la retraite.
Pendant des années, ils ont langui rejetés comme une autre thèse de fauteuil, jusqu'à ce que l'équipe d'analytique de Deep Sea Vision les rencontre alors que des bots d'apprentissage automatique exploraient Internet à la recherche de grilles de recherche non conventionnelles. L'algorithme a signalé les coordonnées de Smith comme un point de données à fort impact. Tony Romeo a lu l'impression et à 3 heures du matin a bu 2 expressos et a donné son feu vert à un corridor d'enquête que personne d'autre n'avait jamais touché. Des années plus tard, il s'étonnerait qu'une chasse mondiale coûtant des dizaines de millions ait pivoté sur une seule cellule de calendrier non vérifiée. Pourtant, le piège de la ligne de changement de date était crédible précisément parce qu'il était humain. Il ne nécessitait ni ravisseur ni transporteur secret, seulement de l'épuisement et les bizarreries arithmétiques de la Terre. Des simulations modernes validaient la réaction en chaîne, introduisaient la date erronée dans un logiciel d'astronaute, tenaient compte du cisaillement du vent enregistré par les navires météorologiques de 1937, et le chemin de vol projeté serpente comme une courbe S réticente directement vers l'abîme où Deep Sea Vision a finalement trouvé son écho sonar. Pendant ce temps, des psychologues de l'aviation reconstruisaient les niveaux de stress en cockpit, les réservoirs de carburant étaient en dessous des minimums, la radio HF crépitait et les articulations des Earhart blanchissaient sur le volant. Elle aurait compté sur la correction céleste de Noonan comme un évangile. Vérifier signifiait grimper à travers des couches de nuages qu'elle pouvait à peine se permettre d'atteindre avec son carburant. Le piège de la ligne de changement de date explique également sa phrase finale cryptique « Nous sommes sur la ligne 157 337 ». Si elle et Noonan croyaient qu'ils traversaient cette ligne à l'heure prévue, ils auraient pu zigzaguer le long d'une piste fantôme brûlant les derniers gallons dans un cadran vide. En 2024, la théorie avait acquis des disciples. Lors de conférences, des pilotes commerciaux admettaient qu'ils portaient encore des listes de contrôle laminées, leur rappelant d'ajuster les dates sur les routes transpolaires. Un capitaine d'Air New Zealand a déclaré « Earhart est morte pour que nous n'oublions pas nos horloges ». Mais le soutien le plus troublant est venu d'un mémo déclassifié de la garde côtière de 1946, révélé par une demande FOIA, notant qu'un avion de recherche pensait avoir aperçu des débris précisément là où les calculs de Smith prédisaient, mais le brouillard et le carburant avaient forcé le retrait. L'histoire avait presque attrapé sa proie 8 décennies plus tôt, puis l'avait laissé glisser sous la houle. Romeo jura que son drone autonome ne répéterait pas cette erreur. Armé d'un sonar à ouverture synthétique suffisamment précis pour lire des plaques d'immatriculation, le Hugin 6000 se préparait à scanner un fond marin que personne n'avait visité. Les scientifiques trouvaient difficile de maintenir leur optimisme, pourtant toute la mission dépendait de la croyance qu'une date manquante pouvait encore être réécrite par la découverte. Un fantôme émerge des pixels. Le Hugin 6000 plongea dans une obscurité plus froide que l'azote liquide, traînant derrière lui un rideau de pulsations à haute fréquence. Pendant 46 heures, il rampait à 6000 mètres sous la surface, traduisant le silence en mathématiques. Le 28 janvier 2024 à 14h07 UTC. L'affichage en cascade de la salle de contrôle cracha un motif qui figea chaque opérateur en pleine phrase. Un ovale asymétrique apparut large de 38 mètres avec des barres droites bisectant les ailes semblables à des échos. L'ordinateur attribua une probabilité de 72% de structures métalliques fabriquées par l'homme. Roméo ordonna une nouvelle balayage immédiat sous un angle différent. Lorsque le second passage confirma des ailerons jumelés, la probabilité bondit à 93% et des hydrographes chevronnés commencèrent à murmurer le mot « Electra ». Mais au milieu du triomphe, un frisson de terreur parcourut leur colonne vertébrale. Si c'était l'avion d'Amelia Earhart, que restait-il à l'intérieur ? Les 72 heures suivantes transformèrent l'équipe en ermite. Ils assemblèrent des sandwichs des tranches de sonar se chevauchant, rendant un modèle 3D complet. Le train d'atterrissage repliait les nacelles de moteur intactes. La porte tribord restait entr'ouverte, son ombre rectangulaire suggérant une sortie forcée. À l'intérieur de cette porte, juste visible à la résolution de coupure, flottait un groupe de formes plus petites, suffisamment irrégulières pour être des os. Au moment où les images ont été divulguées aux examinateurs Internet, a explosé. Les hashtags #EarhartSolved et #HauntedElectra ont tendance à être en vogue simultanément. Les présentateurs ont proclamé que les scientifiques avaient enfin trouvé Amelia Earhart, tandis que les commentateurs se concentraient sur les restes humains potentiels dérivant dans l'obscurité éternelle. Les sections de commentaires passaient de l'exaltation à l'horreur. Le dernier refuge de la pionnière de l'aviation était-il désormais une exposition macabre destinée à être affichée dans un musée ?
Les océanographes mettaient en garde contre des conclusions instantanées. Les densités métalliques et les artefacts de réfraction, la pareidolie de nombreux pièges pouvaient transformer la géologie en fantôme. Néanmoins, les coordonnées s'alignaient trop soigneusement avec la zone de ligne de changement de date de Lise Smith pour être écartée. Roméo a rédigé un mémo confidentiel aux autorités maritimes demandant une exclusion autour d'une boîte d'1 mille carré. Il a écrit « Si l'épave est confirmée, le site doit être traité comme un site de sépulture selon les conventions de l'UNESCO ». Cette phrase s'est répandue plus vite que n'importe quelle photographie enflammant des débats éthiques sur les émissions matinales. Pendant ce temps, la terreur la plus profonde bouillonnait dans les cercles de l'aviation. Si les scans structurels indiquaient un atterrissage contrôlé sur l'eau, cela impliquait que Earhart et Noonan avaient probablement survécu à l'impact seulement pour affronter l'isolement, l'hypothermie et la famine, tandis que le monde civilisé cherchait à des centaines de miles. L'horreur psychologique d'imaginer leur vigile lent dans une fuselage assombrie attirait plus l'attention que n'importe quel récit de conspiration. Des pétitions exigeaient que les gouvernements financent une récupération immédiate pour mettre fin aux spéculations. Les investisseurs de Roméo ont injecté 5 millions de dollars supplémentaires dans la logistique de la mission. Les préparatifs ont commencé pour une plongée ROV équipée de caméras 8K, d'un bras articulé suffisamment sensible pour soulever une montre sans casser le bracelet. Dans les capitales des briefings de sécurité, évaluer les retombées médiatiques si des images confirmaient des restes humains. Netflix a immédiatement approuvé une série documentaire et les compagnies aériennes du monde entier ont retiré les numéros de vol se terminant par 337 après que des passagers se soient plaints. Les politiciens ont promis des subventions pour les étudiantes en aviation en l'honneur des Earhart. Dans le coffre-fort de minuit. En mai 2024, le navire de recherche converti Okeanos Voyager a abaissé sa nouvelle fierté, le ROV Nightingale, dans des vagues roulant comme des tôles métalliques. Contrairement au Hugin autonome, Nightingale transportait des lumières suffisamment puissantes pour aveugler les amphipodes des profondeurs et un câble en fibre optique aussi fin que des cheveux d'ange. Chaque mètre descendu semblait faire tomber un ascenseur à travers l'histoire. La pression a grimpé au-delà de 16 000 PSI, prête à écraser un métal plus fin qu'une pièce de monnaie. À la surface, les journalistes étaient interdits, mais des flux cryptés s'échappaient encore vers des live-streams pirates où des millions regardaient des images monochromes vertes dérivées à travers des sédiments volcaniques. À 5h11 UTC, l'Electra est apparu émergeant de la boue, comme un navire fantôme suspendu dans l'air sombre. Pas de rouille. L'aluminium ne rouille pas. Mais des années de chimie hydrothermale avaient tacheté la peau de taches grises. Les queues jumelées étaient brisées à des angles de 12 degrés cohérents avec un atterrissage à basse vitesse. Nightingale a lentement tourné les projecteurs révélant du verre de cockpit brisé et un bureau de navigateur toujours boulonné en place. Un journal de bord imbibé flottait librement ses pages ondulant comme des rubans d'algues. Le contrôleur a murmuré « Nous avons des artefacts en dérive libre et des pinces articulées ont facilité le livret dans un conteneur en maille. » Mais la terreur a grimpé lorsque la caméra a panoramé à l'intérieur de la cabine et a capturé l'arc indiscutable d'une mâchoire humaine nichée contre un cadre de siège. L'image a duré 3 secondes avant que l'opérateur ne coupe le flux, mais quelqu'un à bord avait déjà mis en miroir le tampon. En quelques minutes, la photo fixe a atteint les réseaux sociaux sous le filigrane Deep True Setter. La réaction mondiale a été volcanique. Les proches des Earhart ont exigé un traitement respectueux. Les conseils éthiques mondiaux ont convoqué des sessions d'urgence. L'équipe médico-légale du Smithsonian a embarqué dans un jet affrété armé de séquenceurs ADN rapides, capables de fonctionner dans des laboratoires à bord des navires. Le 18 mai, ils ont confirmé des marqueurs mitochondriaux correspondant à la nièce survivante d'Amelia. Le monde s'est figé puis a explosé car les scientifiques avaient trouvé une preuve biologique définitive et la terreur n'était plus théorique. C'était personnel intime indéniable. Le travail dentaire de la mâchoire montrait des lignes de famine indiquant des semaines de déficit calorique avant la mort. Soudain, le récit a basculé. Earhart n'était pas morte, à l'impact elle avait survécu. Les images d'elle souriant à côté de l'Electra se heurtaient maintenant à des visions de déclin lent dans une tombe flottante. Les réseaux câblés diffusaient des graphiques en boucle démontrant comment les poches d'air dans la cabine auraient pu soutenir l'équipage pendant des jours alors que la fuselage flottait. Des consultants en biologie marine ont émergé. L'espace scellé de la cabine pourrait également attirer des prédateurs des profondeurs une fois l'intégrité de la coque compromise. Les présentateurs utilisaient des phrases comme « siège aquatique »,
Roméo, visiblement ébranlé, annonça une suspension de la récupération des artefacts jusqu'à ce qu'un comité d'éthique indépendant puisse rédiger des directives. Pendant ce temps, les capteurs de Nightingale détectaient de faibles anomalies électromagnétiques près de la queue, possiblement des batteries, possiblement autre chose. À quelques pas se trouvait un casier scellé étiqueté en lettrage fané kit d'urgence. À l'intérieur, le sonar ROV suggérait d'autres eaux et une bobine de film compact. Si des photographies de tâches de l'appareil photo des Earhart avaient survécu dans des canistères scellés, leur développement pourrait réécrire l'histoire enregistrée, mais les manipuler risquait de contaminer. L'opération s'est transformée d'une chasse au trésor en une exhumation médico-légale. Les assureurs ont fait des réticences des donateurs privés, ont doublé leurs contributions, et Nightingale est resté en suspension dans son coffre-fort de minuit, les lumières allumées sur des secrets trop terrifiants et trop précieux pour être dérangés sans consentement mondial, même pour une seule erreur. Des squelettes sur la gorge de corail. Alors que le Nightingale planète, un autre drame se déroulait à 400 miles au sud-est sur Nikumaroro. L'équipe interdisciplinaire du docteur Richard Pettigrew, composée d'archéologues, d'entomologistes judiciaires et de spécialistes en imagerie satellite, a atterri sur l'atoll de corail brûlant en juillet 2024, armé de drones LIDAR et de radars à pénétration de sol. Leur cible, l'objet mystérieux. Terra, une anomalie réfléchissante aperçue dans des photographies historiques des enquêtes coloniales de 1938. En 48 heures, les drones ont cartographié un éventail de débris à moitié enfouis sous des buissons de scavella, des poutres tordues, des éclats de plexiglas, une plaque de talon estampillée du logo en étoile de Lockheed. Ce qui était encore plus inquiétant, c'était un petit étui de couture en métal embossé d'un AE stylisé et contenant des résidus de crème de luxe pour les taches de rousseur des années 1930. Pettigrew a radioé un mot de code Castor signalant une avancée potentielle. Mais ce qui a véritablement terrifié le monde entier est arrivé via un petit scarabée noir. L'entomologiste Dr Mara Kessler a remarqué l'insecte rampant sur un fragment blanc. Lorsqu'elle a balayé le sable, elle a découvert des phalanges humaines blanches comme de l'ivoire. L'équipe a mis au jour une main articulée tenant un couteau pliant cassé. L'extraction de l'ADN a ensuite correspondu au profil mitochondrial du petit-neveu de Fred Noonan. L'implication était accablante. Noonan avait atteint la terre couteau à la main, se défendant peut-être contre des requins de récif lors d'une nage désespérée pour périr à la vue des cocotiers. Les réseaux sociaux ont reculé. Soudain, la saga des Earhart n'était plus un puzzle abstrait, mais un horreur de survie en 2 actes. D'abord à la dérive, puis échoué. L'Internet satellite sur l'île a faibli sous le trafic alors que des millions tentaient de diffuser les briefings quotidiens de l'expédition. La voix de Pettigrew, tremblante d'adrénaline, a révélé que le lidar avait également détecté une grande dalle métallique coincée dans le fond de la lagune, correspondant aux dimensions de l'aileron droit d'un Electra. Les courants, a-t-il théorisé, avaient sectionné des parties d'aile lors de la lente descente de la fuselage, entraînant des débris sur la côte sous le vent de Nikumaroro. Cela concordait avec le sonar du Nightingale qui montrait des dommages asymétriques sur le trajet de l'aile droite. La théorie unifiée a gagné en traction intellectuelle. Earhart a effectué un amérissage, a survécu à flot, l'avion s'est partiellement désintégré, certains composants, et l'équipage ont atteint Nikumaroro où la déshydratation et les blessures ont scellé leur destin. Ce que les scientifiques ont trouvé sur 2 sites a tissé un cauchemar transpacifique qui s'est déroulé cellule par cellule, vague par vague. Leurs découvertes ont également ressuscité une terreur plus ancienne. La connaissance que les chercheurs modernes en 1937 auraient pu sauver les naufragés s'ils avaient élargi la grille de seulement une centaine de miles. Les commentateurs ont disséqué des journaux navals déclassifiés, révélant qu'un hydravion Catalina avait en fait survolé Nikumaroro 8 jours après la disparition des Earhart, mais n'avait jamais aperçu de survivants parmi l'éblouissement et les nuages. Cette malchance est devenue une aubaine médiatique. À quel point nous étions proches. Les philosophes sont débattus de la culpabilité morale. Les écoles d'aviation ont révisé leur doctrine de recherche d'urgence. Au milieu de cette introspection, l'équipe de Pettigrew a découvert une seconde horreur. Des flacons en verre d'ampoule, de morphine vide, suggérant qu'un des naufragés avait enduré une douleur insupportable avant que Merci ne tue. Où Merci a-t-elle été tuée, des photos des délicates os de doigts, reposant à côté de flacons brisés, ont battu des records de vue. L'humanité a été confrontée non seulement à l'aventure, mais à l'angoisse. Le mythe autrefois romantique d'Amelia Earhart scintillait maintenant comme un mirage de chaleur remplacé par une chronique brutale et terrifiante de résistance poussée au-delà de la rupture, et les révélations continuaient de se déployer.
Des groupes humanitaires ont demandé à l'UNESCO de désigner les deux sites comme mémoriaux, tandis que les syndicats d'aviation ont plaidé pour que le 2 juillet soit déclaré Journée mondiale de recherche et de sauvetage. Le puzzle s'assemble. À l'automne 2024, des expéditions concurrentes ont réalisé qu'elles tenaient des moitiés opposées d'un seul puzzle. Romeo et Pettigrew se sont rencontrés à bord d'une barge de recherche neutre ancrée au large des îles Fidji, entourée d'avocats d'océanographes et d'un lien vidéo en direct avec le Smithsonian. La conversation a commencé tendue, chaque partie s'inquiétant de la propriété intellectuelle, mais s'est adoucie lorsqu'un modérateur a affiché des grilles 3D superposées, montrant les vecteurs de débris de Nikumaroro pointant directement vers l'épave en haute mer. La physique et non le prestige étaient maintenant aux commandes. Les équipes de données ont fusionné sonar lidar, modélisation des courants océaniques et métallurgie, des fragments dans une simulation composite qui a rejoué ces dernières 48 heures comme un cauchemar en accéléré. Même les analystes les plus aguerris se sont tus alors que l'électrat numérique frôlait les vagues, perdait de l'ascension, embrassait l'eau et se fissurait comme un œuf en argent. Des fragments se sont spiralisés en deux convois distincts. De lourdes pièces de fuselage ont coulé. Des sections d'ailes flottantes ont dérivé vers l'ouest-sud-ouest dans le courant équatorial sud, s'échouant sur Nikumaroro dans les 10 jours. Un recoupement prédictif a associé les découvertes de l'expédition avec 92% de précision. Le modèle a rapidement généré son insight le plus troublant. Les courbes de probabilité ont suggéré que Earhart avait survécu à l'impact avec des blessures non létales, mais Noonan avait probablement subi des fractures ouvertes, expliquant les ampoules de morphine et les marques de couteau destinées à fabriquer des attelles. Un silence a suivi. Même les avocats semblaient mal à l'aise. Des extraits de télévisés de la réunion sont devenus viraux. Les téléspectateurs ont vu des scientifiques respectés s'étouffer en décrivant les chronologies de déshydratation. Ce réalisme émotionnel a paradoxalement renforcé la confiance du public. Des faits brutaux aussi terrifiants soient-ils semblés plus clairs que des décennies de spéculation. Le rapport conjoint publié le 1er décembre 2024 portait le titre neutre « Résultats intégrés provisoires sur la disposition de NR 16020 ». Pourtant, il se lisait comme de la littérature gothique, les courants, les tempêtes, et la volonté humaine conspirant dans une chorégraphie tragique. Le récit a culminé lorsque la modélisation a indiqué qu'Earhart avait peut-être lancé le radeau de sauvetage de l'Electra, auparavant considéré comme manquant seulement pour le voir se percer sur le corail forçant une nage à travers les vagues, emportant Noonan sur une flottaison improvisée. Le radeau lui-même n'a pas encore été localisé, mais les struis sonars sur le fond de la lagune reflètent ces dimensions en attente de confirmation. La réaction mondiale a pivoté de l'excitation à un constat solennel. Plusieurs nations insulaires du Pacifique ont proposé un traité réglementant la récupération future des restes humains des eaux profondes, une frontière légale précédemment réservée aux tombes de guerre. Des anthropologues culturels ont souligné les histoires orales des Kiribati qui parlent de pilotes blancs échoués sur la côte l'année précédant la Seconde Guerre mondiale, des histoires autrefois rejetées, désormais considérées comme des échos corroboratifs. Aux Nations Unies, une motion a été adoptée pour établir l'initiative du patrimoine océanique, promettant des fonds pour protéger les épaves historiquement significatives, quelle que soit leur nationalité. Pendant ce temps, le Nightingale a repris des opérations limitées sous une commission à 3 drapeaux. Des manipulateurs ROV ont récupéré des cadrans d'instruments, une chaussure de femme et des bandes de films scellées dans des canistères métalliques, désormais stockés dans des chambres à vide froide en attente de développement. Chaque artefact promettait des révélations mais aussi des dilemmes moraux. Combien les vivants devraient-ils contempler les dernières heures des morts ? Les offices de tourisme à Hachesson ont vu les réservations augmenter, les services de streaming ont offert des millions pour les droits de documentaires et 3 répliques dépréciées de cadrans de cockpit sont devenues des objets de collection instantanés. Les chercheurs ont mis en garde contre le fait de transformer une souffrance brute en nouveauté, citant le Titanic comme précédent pour le monde curieux. Le monde attendait, à la fois plein d'espoir et craintif, sentant que la confirmation finale pourrait soit apporter une clôture, soit amplifier la tragédie au-delà de toute mesure. Les 70 dernières minutes. Le 12 février 2025, l'équipe de recherche intégrée a publié une chronologie de haute fidélité forgée à partir de chaque parcelle de données, des journaux atmosphériques aux isotopes osseux. Ils l'ont appelée Projet Eclipse, car elle traçait le moment où l'espoir diurne a glissé derrière le disque noir des circonstances. La simulation a commencé à 7h-12h locales de Howland.
lorsque les jauges de carburant d'Earhart indiquaient un approvisionnement restant combiné de 39 gallons à peine suffisant pour 1 heure de vol supplémentaire. Les transcriptions radio rediffusent ces phrases hachées chacune plus tendues que la précédente. À 7h42, elle déclare que le carburant est faible, mais son altitude reste à 1000 pieds. Elle frôle les vagues pour étendre son autonomie. Le module météo du projet Eclipse injecte des rafales enregistrées par une bouée météorologique de la marine américaine. Les vents de travers poussent l'Electra vers le nord-est, élargissant l'erreur de la ligne de changement de date. À 8h05, Noonan recalculait la ligne solaire. La mauvaise date scelle le destin. 5 minutes plus tard, Earhart tourne au sud le long de la célèbre route 157, espérant apercevoir Howland ou sa sœur l'île Baker. Au lieu de cela, l'horizon ne donne qu'un bleu impitoyable. À 8h35, les moteurs waspent tous alors que la vapeur remplace le carburant. Elle réduit les gaz échangeant de l'altitude contre de la vitesse. L'avion descend à 12 pieds, flotte sur l'effet de sol et couvre encore 12 milles nautiques. À 8h43, elle transmet son dernier appel de position. 10 minutes plus tard, l'hélice se fige. Le silence dans le cockpit est absolu, sauf pour le vent qui hurle à travers le mât radio. Earhart feuillette les hélices fait un flair et s'engage dans l'eau. Vitesse d'impact 78 nœuds. Le nez se plie, mais l'intégrité de la cabine se maintient. L'eau s'engouffre à travers les joints du cockpit. L'avionique crépite siffle. Noonan subit une fracture tibia-péronée. L'hémorragie commence. Earhart déploie des coussins de siège gonflables comme radeau de fortune traîne Noonan à travers l'ouverture et ils s'accrochent à la peau en aluminium sous un soleil brûlant. La modélisation des vagues montre que l'aile droite détachée a gardé la fuselage partiellement flottante pendant 14 heures. Heure avant que les boulons de cisaillement ne cèdent. La nuit tombe. Les requins tournent autour. À 6h20 le 3 juillet, la section d'aile se casse créant les débris qui dériveront vers Nikumaroro. Earhart et Noonan se lient au coussin de flottaison. La déshydratation s'installe. Nous entendons maintenant parler de la dernière personne vivante qui a peut-être vu Earhart vivante en captivité japonaise. Le courant équatorial sud les entraîne à 3 miles par heure. Ils atteignent le récif de Nikumaroro à l'aube du 6 juillet. Noonan rampe sur la plage mais s'effondre. Earhart fouille en haut, les trouvant de l'eau de pluie dans des feuilles de palmier et tentant des feux de signalisation que les recherches aériennes manquent de soins de moins de 20 miles. Pendant 19 jours, elle tient un journal sur du papier de navigation, retrouvé plus tard dans les débris, enregistrant les températures et les comptes de rations, et une dernière entrée non datée. Fred s'éloignant toutes les prières en avant. Le 22 juillet, avec des tempêtes approchant, elle traîne les restes de Noonan sous ce qu'Evola le couvre de soie de parachute et retourne sur la côte, espérant peut-être que les avions de secours la repèrent. L'enregistrement s'arrête ici, mais les rapports d'isotopes dans la mâchoire de Nightingale suggèrent une mort par effondrement électrolytique dans 1 semaine. La simulation se termine sur un cadre fixe de récif sous le coucher de soleil, le texte à l'écran indiquant « Nous étions trop tard ». Les spectateurs lors de la présentation publique ont pleuré ouvertement. Même des journalistes aguerris ont décrit la présentation comme quelque chose au-delà de la tragédie, un ralenti en temps réel de l'espoir qui se brise. Le rideau du mystère s'est enfin levé, mais ce qui reste n'est pas du réconfort. C'est une admiration teintée de peur. Lorsque les scientifiques ont trouvé les preuves décrivant l'angoisse prolongée d'Amelia Earhart dans des salles de classe de Tokyo à Toronto, les enfants dessinaient autrefois des portraits héroïques d'Earhart s'élevant au-dessus des nuages. Maintenant, les enseignants hésitent inquiets que l'épilogue déchirant puisse éclipser son inspiration. Pourtant, les experts en psychologie de la survie soutiennent que l'histoire mise à jour donne aux futurs aviateurs des vérités difficiles sur le risque, la résistance et l'erreur. Les compagnies aériennes mondiales ont institué des protocoles Earhart vérification obligatoire des données de date sur tout tronçon transocéanique accompagné d'un bref moment de silence diffusé aux passagers chaque 2 juillet. Un phare commémoratif installé sur Nikumaroro clignote des coordonnées en code Morse chaque matin visible au satellite et symboliquement à l'âme de l'histoire. Pendant ce temps, l'épave du fond Pacifique est désignée comme une réserve culturelle marine. Seul le scan numérique non invasif est autorisé, sa cathédrale de Blackwater laissée intacte. Les musées lunent pour savoir comment exposer des impressions 3D des espaces intérieurs de la cabine sans tomber dans le spectacle. Le Smithsonian a choisi le minimalisme. Un hologramme en boucle unique de la dernière onde radio des Earhart affiché à côté de la réplique de la mâchoire en acier, tous deux illuminés d'un bleu tranquille. Les visiteurs rapportent des frissons. Pour les femmes dans les STEM, le pivot narratif est paradoxalement motivant.
Les inscriptions au programme d'ingénierie aérospatiale ont augmenté de 8% en 2025 et les bourses portent désormais la nouvelle épitaphe d'Earhart. Elle a atterri de toute façon. Mais l'onde culturelle s'étend au-delà du genre. Les philosophes comparent la saga au mythe ancien d'Icare, inversé non pas l'hubris puni, mais le courage étendu trop loin dans la nature sauvage. Les dernières heures d'Amelia Earhart auraient-elles pu se dérouler différemment? Laissez vos théories dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de révélations historiques intenses.